Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales, et je pourrais même ajouter cinématiques. Alors aujourd'hui, la vidéo sera un petit peu différente, ça sera pas sur le modèle des capsules habituelles, une vidéo un peu plus introspective, peut-être sur le modèle des pensées JDR que je faisais au début de ma chaîne. C'est-à-dire que j'ai moins préparé, j'ai organisé quelques points quand même de réflexion, mais je vais surtout réfléchir en parlant. Justement, donc ça sera probablement moins fluide que d'habitude, mais le sujet de la vidéo, à mon avis, s'y prête, donc je m'y essaye. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Je vais vraiment le faire, au feeling comme on dit. Alors pourquoi? D'abord, ça va être un peu différent. Pourquoi ça va être plus introspectif? J'ai dit récemment, sur mon Discord que sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos maintenant et je pense avoir abordé à peu près tous les grands fondamentaux, les grands piliers de ma devise: «Le personnel est viscéral». Ça ne veut pas dire que j'ai tout dit, j'ai encore plein de choses à dire, mais maintenant ça va être de l'approfondissement, je vais être beaucoup plus ciblé, ça va même être de la niche et je pense que les fondamentaux sont toujours les plus importants. Et plus on est spécifique, eh bien plus ça peut différer des intérêts de tout à chacun. Et par conséquent, j'ai demandé à mes Discordiens, aux membres de mon Discord, ce qu'ils en pensaient et quels étaient les sujets qu'ils voulaient me voir aborder. J'ai eu beaucoup de réponses, j'ai tout consigné, je vais m'en servir, hein, ça va m'inspirer. Mais j'ai surtout eu 2 questionnements de la part donc de 2 personnes que je vais assembler aujourd'hui et je trouvais que c'était une bonne transition justement entre mes vidéos sur les fondamentaux, du personnel et viscéral et peut-être ce vers quoi je vais tendre ensuite, justement cette introspection. Parce qu'on me demande en gros, je vais aller dans le détail des questions, mais bah, tu sembles avoir atteint une maturité dans ta pratique, dans ta manière de faire. Une maturité après c'est purement subjectif, mais dans ce que moi j'aime faire. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il y a après? C'est quoi l'objectif? Tu as atteint une maturité, comment tu évolues? Quel est le plan? Je vais vous citer donc les questions de ces 2 membres du Discord, que je vais même citer, j'espère qu'il y a pas de problème avec ça. Il y a notamment Mans the Edge qui a sa chaîne, en bordure, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller voir. C'est quelqu'un, avec qui je joue beaucoup et avec qui je discute, je l'apprécie beaucoup d'ailleurs au demeurant, ne le dites pas trop fort. Et il me demande, donc je vais le citer, et maintenant, tu donnes l'impression d'avoir une pratique réfléchie, aboutie, satisfaisante, épanouissante. Donc tout ça est finalement subjectif, mais c'est exactement moi l'objectif du jeu de rôle, hein, et de la réflexion, c'est d'aboutir à une pratique qui me satisfasse finalement. Et donc il me demande, bah, la suite c'est quoi? Est-ce que c'est, et je cite, hein, répéter pendant 40 ans le même schéma? On reprendra cette phrase un peu plus tard. Évoluer encore, sur quels aspects, vers quoi? Je trouve que les questions sont très intéressantes, ça m'a beaucoup inspiré. Et s'est ajouté à cela, l'ami Jean Dindon qui a aussi une chaîne, alors plus ponctuellement, mais il avait, publié une série de podcasts. J'essaierai de vous mettre le lien également en vidéo. C'est un membre actif de mon Discord et de d'autres Discord également. Et donc il parle en termes de paliers d'évolution. Il les souvent, il va pratiquer et puis de temps en temps, il passe un palier, il passe un cap dans son évolution. Il me le partageait et il me demandait: «Mais comment on utilise la confiance que ça procure, le fait d'être en maîtrise de son truc, de sa devise pour ma part?» Et puis ensuite, ben, malgré ça, comment on fait pour pour trouver, pardon, les prochains horizons? Donc il se posait la question, de est-ce que ça a un impact aussi sur les vidéos, l'inspiration que je peux avoir, la motivation que je peux avoir pour la chaîne? Je pense que c'est pas tout à fait lié et peut-être qu'on l'abordera si j'y pense, en fin de vidéo. Donc je vais un peu faire l'assemblage de tout ça et je vais aborder la maturité de sa propre pratique en jeu de rôle, ce que ça implique. Je vais le faire bien sûr principalement pour moi en vous disant, bah, quelle est la suite pour moi en matière de jeu de rôle? Alors d'abord, je voudrais, expliquer ce que moi j'entends par maturité. Parce que tout ce qu'on me dit là, toutes les questions qu'on me pose, pour moi, ça rime avec maturité. La maturité, c'est effectivement, en tout cas dans le jeu de rôle, mais pas que, c'est le fait d'atteindre un stade dans une pratique quelconque où justement on peut en retirer un épanouissement, on est satisfait et on n'a plus forcément besoin d'avoir une évolution. Je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir d'évolution, je dis qu'on n'en a plus besoin. On n'a plus un besoin, on n'éprouve plus de besoin viscéral, sans mauvais jeu de mots, d'évoluer. Parce que si on devait en rester là, eh bien ça suffirait. On est serein avec sa pratique, on aime, il n'y a plus rien qui nous gratte réellement. Pour moi, c'est ça une maturité. La progression n'est plus nécessaire, on la fait parce qu'on la souhaite. Mais elle n'est plus un besoin, absolument impérieux. Certains diront que si, ils sont matures, ils ont quand même envie d'évoluer. Je pense qu'il y a quand même une petite différence. Je vais essayer de faire un autre parallèle, peut-être pas très heureux, mais je vais m'y risquer quand même. Je ne suis pas quelqu'un, de très matérialiste, même si parfois j'en joue. Néanmoins, j'avais une vision d'avoir un niveau matériel qui était ce qu'il était et je me dis: «Oh, j'aimerais bien atteindre ce palier et si je l'atteins,
Après le reste, c'est du bonus, j'ai pas besoin de plus en réalité. Voilà, ça j'aimerais avoir ça et une fois que j'ai ça, j'ai plus ce sentiment de me dire: «Ah, il me reste encore cette mage à parcourir pour atteindre cet objectif». Après si je progresse au-dessus, je ne cracherai pas dessus, mais c'est plus un besoin impérieux. Je vous donne un autre exemple, je fais de la musculation, certains le savent, on le voit d'ailleurs de toute façon derrière, normalement et lorsqu'on fait de la musculation, quel que soit l'objectif, qu'on veuille gagner en force, en masse musculaire et tout ça, en plus les envies évoluent, avec l'âge, hein, c'est plus forcément les mêmes objectifs. Moi, quand j'étais jeune, je me disais: «Bon, j'aimerais bien atteindre ce genre de physique ou un physique respectable, peu importe» et pendant longtemps, je me disais: «Bah, j'y suis pas encore, il me manque quelque chose». Un peu comme cette histoire du niveau matériel ou tout autre niveau d'expertise qu'on pourrait vouloir. Et puis, bah, maintenant, j'atteins un stade, une maturité dans la pratique. Je pratique toujours assidûment, je suis toujours passionné, je prends toujours plaisir dans les entraînements, mais j'ai plus ce besoin impérieux de me dire: «Ah, j'en suis pas encore là où je voulais». Si je devais rester là où j'en suis, je suis très bien. Donc c'est un peu une longue définition de ce qu'est la maturité, mais j'essaye de donner des exemples et c'est un peu pareil en jeu de rôle à ce stade. C'est une forme de sérénité dans la pratique qui se suffit à elle-même et qui permet maintenant d'être bien en la pratiquant par pur plaisir sans avoir ce besoin impérieux d'évolution. Alors même que je vous parle tout le temps de progresser, d'auto-analyse sur cette chaîne, mais je n'en disconviens pas. C'est toujours une volonté. Simplement, elle est moins absolument nécessaire. Et c'est ce ressenti-là que j'ai avec la maturité. C'est un ressenti plaisant parce qu'on est serein. On ne se dit pas, mince, il reste encore obligatoirement ce chemin à parcourir. Pour moi, c'est ça. C'est en tout cas ma définition et sur la définition sur laquelle je vais baser un peu ma réflexion du jour. Et puis, il y a quand même un critère supplémentaire à la maturité, c'est que inévitablement, lorsque vous atteignez une certaine maturité dans n'importe quelle pratique, il y a un ralentissement dans votre évolution, dans votre progression, mais pas forcément progression, ça peut être évolution aussi. La courbe d'apprentissage ou d'évolution va forcément ralentir. C'est inévitable. Si je reprends la musculation, quand vous débutez, si vous faites pas les choses trop mal, et même si vous les faites mal au début, votre corps, il est tellement nouveau, il est tellement neuf, il a tellement de potentiel, il est tellement, pardonnez-moi, faible par rapport à l'activité, que vous allez progresser extrêmement rapidement. La première année vous apporte les plus gros progrès. Et avec les années d'expérience, ces progrès deviennent de plus en plus faibles chaque année. Et c'est vrai pour n'importe quelle pratique. Alors là, on parle de progrès. Certains disent que de l'évolution, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, l'évolution verticale, dans un domaine bien particulier, dans un style particulier, va forcément diminuer. Et donc, en jeu de rôle, si vous n'allez pas chercher les choses horizontalement, c'est-à-dire chercher d'autres pratiques, d'autres manières de le pratiquer, certains font ça, c'est tout à fait honorable, eh bien, en restant sur votre pratique, la courbe se ralentit. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez forcément, obligatoirement aller chercher des pratiques horizontales parce que ce n'est pas forcément la même chose. Si vous faites du PBTA à fond avec du partage narratif ou que vous faites un jeu de rôle traditionnel à côté, je dis pas que là je compare pas pour le coup, je fais pas d'ironie pour une fois là-dessus. Certes, c'est du jeu de rôle, mais c'est quand même des manières très différentes de le pratiquer et peut-être que l'une vous procure du plaisir et l'autre pas. Auquel cas, vous n'êtes pas obligé de changer complètement de pratique pour reprendre à zéro et avoir ce goût de la progression qui remonte. C'est pas une obligation, surtout quand on fait un loisir dont le but unique, principal, est le plaisir de jeu. Si certains y trouvent, comme moi d'ailleurs, une certaine stimulation intellectuelle ou de l'imagination. Donc, il y a cette courbe-là qui ralentit. Si je prends un exemple, je prends souvent ce sport en exemple. Vous êtes d'un très bon niveau en tennis. Vous avez tous des styles différents, mais ça reste du tennis. Et il y a un moment, la courbe d'évolution, elle va ralentir. Et en plus, avec l'âge, là, je vais vraiment sur un sujet autre. De toute façon, cette courbe va forcément même ralentir et probablement diminuer, quelle que soit l'activité, malheureusement, y compris lorsque c'est une activité intellectuelle, c'est la dure réalité. Bref, donc il y a un moment, la courbe, elle ne monte plus. Donc pour moi, la maturité, c'est aussi ça. C'est aussi ce ralentissement de la courbe. Et là, actuellement, si je voulais vraiment reprendre une progression, une évolution drastique, il faudrait que je change complètement de style. Et la question, c'est est-ce que j'en ai envie? Certains pensent que justement, il faut impérativement faire ça. Et j'en connais hein, dans le monde du jeu de rôle, ils veulent changer, ils changent de style tout le temps, ils jouent à plein de jeux différents. Et je pense qu'une part de, cette, de la raison vient du fait qu'ils sont un peu
le terme est pas bon, hein, mais accro justement à cette sensation d'apprentissage rapide, d'évolution rapide lorsqu'on débute une pratique. Et donc lorsqu'on commence à chaque fois de nouvelles choses, oui, on a des progressions rapides, mais finalement, on peut potentiellement, ne pas atteindre certains niveaux de maturité que, mettre tous ses efforts dans une pratique, ou en tout cas une grande partie, peut apporter, et ce niveau de sérénité, de maturité. Chacun fait bien ce qu'il veut, il y a pas de jugement ici, je le précise, c'est pas une mais c'est une comparaison quand même des psychologies. Oui, je suis allé sur des tangentes, mais je vous avais dit, hein, je vais réfléchir, en parlant, donc je vais être encore moins contenu que d'habitude, je vous préviens. Bon, je m'arrête là pour la définition, de la maturité, au sens où je l'entends moi. Alors, abordons vraiment, là, les questions. Est-ce que, par conséquent, tu vas répéter pendant 40 ans le même schéma? Déjà, j'aimerais bien avoir l'opportunité de, pendant 40 ans, répéter quelque chose. Ça serait vraiment excellent. Alors, là, je voudrais rebondir. Je pense que d'ailleurs, je ne m'attaque pas à Mans en particulier, hein. Je pense qu'il a volontairement posé une question comme ça. Ce n'est pas à lui que je réponds directement. Avoir atteint une maturité dans sa pratique, ce n'est pas répéter le même schéma. Surtout lorsqu'on parle d'une pratique de jeu de rôle, d'un style. On n'est pas en train de dire de répéter la même chose à chaque fois qu'on joue. On parle d'une approche du jeu. C'est suffisamment large. D'un style, des choses qu'on aime, de la boîte à outils qu'on utilise. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on va utiliser tous les outils de cette boîte à outils à chaque fois. Et lorsqu'on a beaucoup d'outils dans un même style, dans une même approche du jeu, finalement, on a une infinité de possibilités. En fonction des parties, on va en utiliser quelques outils, mais pas tous. Les agencements vont être différents, l'ordre des choses. On a une infinité de possibilités avec un même style, avec une même approche. Je trouve que parfois, certains vont un peu vite dans le fait de dire si tu ne varies pas drastiquement à chaque fois, c'est que tu restes sur la même chose. Là, à mon avis, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas pratiquer du hardcore PBTA et à côté du hardcore OCR c'est pas parce que vous ne faites pas ça que vous ne variez pas les plaisirs, que vous répétez toujours la même chose. Si vous faites que du PBTA, vous allez pouvoir avoir une pratique très variée au sein du style large qu'est le PBTA. Pareil si vous faites que de l'OCR ou du jeu traditionnel ou peu importe où vous vous situez sur le spectre rôlistique. En réalité, la variation dans les parties ne se trouve pas forcément dans la variation du style ou plus précisément de l'approche du jeu de rôle. Ça, ce n'est qu'un critère. Et parfois, je trouve les choses sont un peu trop réduites, la variation, à cet unique critère du style de jeu. Et si vous ne variez pas vos styles de jeu, c'est que vous ne variez rien. Non, c'est un critère supplémentaire. Moi, la variation, je la trouve autre part. Et c'est pour ça que je dis que non, je ne vais pas répéter pendant 40 ans le même schéma. Je vais utiliser probablement des outils qui vont revenir régulièrement. De temps en temps, j'en ajouterai de nouveaux outils pardon, à ma boîte à outils. J'y reviendrai hein, sur l'évolution. Mais déjà, avec ce que j'ai là, si même je n'allais pas chercher de nouveaux outils, mais on y reviendra, j'ai plein de choses que je vais pouvoir faire et qui vont être très variées. Vous donner quelques exemples. Jusque-là, j'ai fait 4 campagnes, en tout cas je suis dans ma quatrième campagne qui se passe dans mon univers maison. J'ai fait d'autres campagnes avant, mais dans l'univers maison de fantasy, j'en suis à 4 campagnes. Sincèrement, il faudrait être de mauvaise foi si on a écouté ou si on a joué mes campagnes à dire qu'elles se ressemblent complètement, qu'elles sont les mêmes. J'ai une campagne, Les Larmes de Manjour, qui est une campagne de zone, avec des fronts, des choses un peu comme ça. J'ai Les Enfants du Fleuve, qui est plutôt un voyage. Et encore, hein, je vais pas loin dans les différences, hein. J'ai Au Nom des Pères, qui est de la urban fantasy dans une zone, mais avec quelques petites sous-zones ici et là. Et on est vraiment dans de la politique des factions au niveau urbain, avec une tonalité bien différente. J'en suis maintenant sur Le Ciel ici-bas, qui a encore autre chose, en plus en environnement hostile, on est dans une jungle. Principalement, on a une dimension technologique qui n'était pas là avant, on a une dimension onirique de rêve, de poésie qui n'était pas forcément à ce point avant, en tout cas pas comme ça. Bref, on va retrouver des styles, j'imagine, qui m'appartiennent et j'en suis ravi, tant mieux, mais c'est quand même très différent. Donc, même avec des campagnes, avec une même approche du jeu de rôle et même dans un même univers, on arrive à avoir des variations d'histoire qui sont très importantes. C'est pas du tout les mêmes histoires, c'est pas les mêmes forcément les mêmes sujets, même si on peut se permettre d'avoir des choses qui reviennent d'ailleurs pour la continuité, c'est plaisant. Donc, on peut avoir du changement. Alors certains me diront, ceux qui me connaissent un peu: «Oui, mais tu as changé, tu as évolué quand même entre Les Enfants du Fleuve et Le Ciel ici-bas». Bien sûr, je dis pas le contraire. D'ailleurs, ma maturité, je l'ai peut-être acquise récemment, même si je pense que les variations sont pas c'est pas non plus le jour et la nuit,
mais il y a eu quand même des évolutions et certains nommeront notamment le système de jeu. J'ai changé de système de jeu, en tout cas j'ai évolué avec mon système, puis il y a eu un changement, un basculement avec mon système décimation quand je suis passé de Seigneur et Brigand, un système maison aussi, que je l'ai fait évoluer, je suis passé à décimation. Mais même au-delà du système, même si on enlevait le système de jeu qui certes a constitué un palier, comme dirait Jean Dindon, qui a pu ouvrir d'ailleurs d'autres champs, eh bien, je les variations se trouvent ailleurs, dans l'histoire. Et moi, je suis un MJ narratif, même si tout le monde ne l'entend pas de la même, oreille, hein, ce terme-là. Et moi, la variation, je vais la trouver dans les histoires, je vais la trouver dans les personnages, je vais les trouver dans les thématiques, je vais les trouver dans les esthétiques différentes, dans les enjeux qui vont arriver, dans les éléments de tension, bref, tout ce qui a trait à l'histoire finalement. Et on peut en faire une infinité. Moi, ça se passe d'abord dans l'imagination, beaucoup moins dans le type de jeu ou l'approche de jeu. La variation se situe ailleurs. Pour moi, il y a tout un pan infini à explorer dans les histoires, dans les intrigues, dans les relations entre personnages, dans les thèmes, dans les esthétiques. Je ne vais pas me répéter. Heu, de plus, je vais aller plus loin puisque je continue à répondre à la question, pour moi. En plus de cette campagne dans mon univers et je dis pas que je vais faire, des campagnes dans cet univers pendant 40 ans, j'en sais rien pour l'instant, je pense que j'en ai pas encore vu le bout. Mais moi, j'ai mes one shot. Ça, c'est ma variation, beaucoup plus drastique, ma variation dans les univers où parce que là, j'ai vraiment des histoires contenues dans un one shot qui se suffisent à elles-mêmes et j'en ai beaucoup. Là, actuellement, j'arrive jamais à savoir 7 ou 8. Je crois que c'est 8 one shot qui vivent, qui sont très différents. C'est la même approche du jeu de rôle narratif, je les joue d'ailleurs tous avec mon système décimation. C'est mon style, c'est le personnel et viscéral. Pourtant, et je vais pas spoiler pour ceux qui connaissent pas, mais entre un section C qui est, de l'horreur énergique, immédiate, tout de suite en huis clos, bah, c'est très différent du bateau blanc qui est plutôt, de l'horreur progressive, à rythme lent avec un moment un basculement et une dynamique familiale en plus. C'est complètement différent, du, Cri du Léviathan qui se passe, sur un bateau. Complètement différent de Soleil Rose qui est, de la synthwave avec de l'action enquête un peu survoltée, ou encore Comet que certains connaissent qui est un fantastique émotionnel, où, les relations entre personnages, les thématiques de l'enfance, tout ça sont très fortes. Ça n'a rien à voir en termes d'histoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaîtra ma patte et d'ailleurs j'espère qu'on la reconnaîtra, mais c'est extrêmement varié et je vis aussi cette variation ce renouvellement par les one-shots. Et en plus d'être différents sur les thématiques, ces one-shots sont différents dans leur structure, dans la manière dont ils sont construits. Certains sont plus construits comme une zone avec des éléments mouvants, certains ont plus un séquençage quand même linéaire. Je dis bien des étapes, ça ne veut pas dire que au sein de ces différentes séquences, il n'y a pas d'ouverture, hein, je ne veux pas revenir là-dessus, j'en ai parlé souvent. Il y en a un qui est une adaptation d'un film connu ou en tout cas qui s'inscrit dans l'histoire d'un film connu. Donc la structure est inévitablement différente. J'ai certaines choses qui sont, pas du tout linéaires, il y a des embranchements dans tous les sens. Certaines, c'est des éléments mouvants. Donc en réalité, c'est extrêmement différent aussi à ce niveau-là. Donc vous voyez, moi la variation, le renouvellement dans une même approche du jeu de rôle, je la trouve sur les éléments que je viens de décrire, les one shot, la campagne, grâce à l'histoire, grâce à la diversité qu'on trouve dans la construction des scénarios, les univers, dans les one shot notamment, l'évolution aussi des univers. Mon univers maison, de campagne en campagne, il évolue. C'est un peu comme le monde réel. Il y a 1000 ans, il n'était pas pareil qu'aujourd'hui. Et même d'ailleurs, il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans. Donc dans un même monde, on voit bien qu'il peut se passer plein de choses différentes. Et ben là, c'est pareil, même dans mon univers maison, et c'est un plaisir que de le voir évoluer. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de le changer complètement cet univers, même si peut-être que je le ferai un jour, ou de faire une campagne dans un autre jeu, je peux très bien le faire, je l'ai fait et je peux le refaire. Pour l'instant, je ne veux pas, mais même si je ne le faisais pas, je trouverais ce renouvellement-là. Donc, c'est ce que je vous dis. Mon plaisir, moi, je le trouve là-dedans. Je le trouve dans l'histoire, dans le renouvellement des histoires et des possibilités. Je ne vais pas me répéter. Je pense que vous avez compris. J'ai pas besoin de changer de monde pour voir qu'il est très différent. Alors, il y a toujours des constantes hein, dans notre monde réel. Les constantes, c'est l'humanité, c'est une constante. Mais pour autant, au fil des années, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, quand vous savez que mon objectif principal avec le jeu de rôle, je pense que je le partage avec beaucoup d'entre vous, c'est quand même de m'amuser, au final. C'est ça, je suis en train de réfléchir là en même temps que je relis la question. Bon, bah, si vous avez une manière de jouer qui vous plaît et qui plaît aux autres, dans un loisir comme le jeu de rôle, l'évolution de ce style ou de cette approche, ça ne veut pas dire que vous n'évoluez pas, mais en tout cas de ça, n'est pas une fin en soi. Je la prône, je pense que ça peut être très bien,
mais elle est un moyen. Moi, je vois l'évolution comme un moyen de magnifier, d'exacerber le plaisir de jeu. À partir du moment où j'ai atteint une maturité qui me garantit un plaisir de jeu constant, cette évolution de style n'est plus aussi impérieuse. J'en reviens à ce que je vous disais au début, et là, je vous explique simplement pourquoi. Si plus rien ne sert cet objectif de plaisir, si évoluer, pardon, ne le sert plus, ça n'est plus une obligation. Un moyen plutôt qu'une fin, l'évolution, en tout cas pour le jeu de rôle, très clairement. Cela étant dit, est-ce que ça veut dire que, je veux arrêter d'évoluer? Non, pas du tout. Comme je vous le disais, c'est plutôt un moyen qu'un objectif et ça va être une sorte d'effet secondaire, mon évolution, de choses que je vais essayer. Cette évolution va émerger. Je ne vais pas forcément la chercher absolument maintenant. Non, si ça arrive parce que je me rends compte d'un truc, je le ferai, je ne me ferme pas. Mais c'est plus quelque chose qui se produit organiquement plutôt qu'un truc que je recherche comme ce que je faisais avant. Pendant longtemps, j'ai cherché à évoluer sur ma manière de gérer les combats. Je n'étais jamais satisfait. Je n'avais pas atteint cette sérénité dans la gestion des combats. Ça ne me satisfaisait jamais. Pas assez rythmé, pas assez en haut en couleur. Et donc, j'ai vraiment consciemment cherché à régler ce problème. Et puis, au fil du temps, avec décimation, tout ça, j'ai réussi à le faire. Même chose pour augmenter le rythme dans mes parties, quand j'ai décidé notamment de faire en sorte que les décisions majeures des joueurs allaient se passer plutôt entre les parties plutôt que dans les parties pour accélérer le rythme et vraiment se concentrer sur l'exécution. Vous voyez, ça, c'est des choses que j'ai consciemment essayé de changer parce que ça me grattait. Maintenant, les évolutions vont être plus anecdotiques et plus une découlante de choses que je vais essayer et ça va être organique. Donc, encore une fois, dans cette évolution, il faut accepter le fait que dans un même style, la courbe d'évolution ne va plus être la même qu'avant. Je vais évoluer moins maintenant dans les 5 prochaines années que je n'ai évolué dans les 5 précédentes. C'est un fait indéniable. Certains diront: «Oh, tu es jamais à l'abri d'une évolution majeure». On n'est jamais à l'abri, il ne faut pas s'y fermer quand ça arrive. Les goûts changent avec l'âge aussi, j'en suis parfaitement conscient. Mais à moins d'une prise de conscience comme ça, si je reste sur la même ligne, je vais moins évoluer. Bon, donc ça, il faut l'accepter. Maintenant, moi, j'ai aussi un plaisir justement à pousser, à approfondir toujours, même si ça ralentit. Même si j'ai parfaitement conscience que les progrès, l'évolution, le perfectionnement ne va plus être aussi rapide, ça ne me dérange pas. J'aime justement, c'est même encore plus intéressant pour moi d'être dans cette phase où c'est beaucoup plus long, ça se fait par petits bouts maintenant, les évolutions. Je reprends la musculation, quand vous avez un potentiel musculaire maximum, sauf si vous rajoutez, des petits ajouts chimiques. Si vous restez naturel, votre corps a une limite. Quand vous pratiquez un sport, autre d'ailleurs, où il y a une dimension technique, on a tous une limite, et lorsqu'on commence à s'en approcher de cette limite, le perfectionnement se fait vraiment petit bout par petit bout, l'évolution elle-même. Ça ne me dérange pas. C'est même encore plus intéressant, d'autant plus que, à mon avis, votre style propre vraiment qui vous démarque des autres, et je dis pas ça en termes de compétition, c'est en termes de on dira: «Ah tiens, je joue avec telle personne, on le sent bien». Eh bien, à mon avis, si votre style propre, il n'est atteignable réellement que lorsqu'un certain degré de maturité a été atteint. Je pense que plus vous débutez, plus vous êtes dans cette phase rapide, plus en fait vous engrangez des fondamentaux que beaucoup de gens vont avoir, ce qui fait que vous allez, augmenter vos capacités à gérer, à être un maître du jeu, à être plus à l'aise, tout ça, développer une confiance, pas de souci. Mais vous n'aurez pas forcément votre style. Le style, il va exister dans les détails, dans les petites choses, dans les petits ajouts et dans l'amoncellement des différents ajouts que vous allez ajouter, que vous bien, les ajouts, oui, on les ajoute, que vous allez, gagner, glaner, comprendre, créer au fur et à mesure de la pratique. Et c'est souvent des choses qui ne font pas partie des grands fondamentaux, parce que ce qui vous démarque, c'est pas ce qu'on va retrouver partout. Donc par définition, ce qui va vous démarquer, c'est pas nécessairement les fondamentaux. Alors, le paradoxe, c'est que moi, je me démarque par le personnel et viscéral. Alors, je dis pas que je suis le seul à l'avoir, mais hein, vous avez compris l'idée. Donc, j'ai des fondamentaux de ma démarcation. Mais après, lorsque quelqu'un va prendre ces fondamentaux pour lui, s'il veut développer son propre style, il va devoir aller au-delà des fondamentaux que moi, je lui propose. Et ça vient avec une certaine maturité. Donc, moi, j'adore cette phase de la maturité, même si elle est un petit peu plus âpre dans l'évolution. Donc je le répète, hein, les particularismes, à mon avis, se développent avec l'acquisition pardon, d'une maîtrise, d'une certaine maturité. Alors effectivement, je suis d'accord avec Jean Dindon, l'évolution, ça peut se faire par palier. Parfois, on a des choses qui débloquent. Je n'y suis absolument pas fermé. Je sais juste que je vais avoir moins ces paliers, ces grandes enjambées que ce que j'ai pu avoir avant. Déjà que j'en avais pas énormément depuis quelques années, hein, ces grands moments. Bon, ça peut arriver.
je vous le redis, hein, décimation, la décision des joueurs entre moi, je vais pas revenir là-dessus. Mais comme je disais, ça va vraiment être les petites choses qui vont les petites techniques en plus. Je vais vous donner quelques exemples, et j'en ai eu encore dans ma campagne actuelle. Vous savez ce que je pense des flashbacks? Enfin, vous le savez peut-être pas d'ailleurs, j'adore l'usage des flashbacks, j'ai plusieurs vidéos qui en parlent. Lors de ma campagne Les Enfants du Fleuve, première campagne que j'ai diffusée, sur internet, donc il y a 3-4 ans maintenant, j'en utilisais très peu et seulement pour un effet de style d'ailleurs. Il n'y avait que ça comme objectif et c'était des flashbacks qui amenaient, seulement quelques minutes en arrière. Et puis c'est avec, Au nom des pères que j'ai développé l'envie de faire des flashbacks et la session de faire vivre une partie du passé des joueurs. Je l'ai fait et il y en avait surtout au début de la campagne. Et puis dans Le ciel ici-bas, j'ai passé encore un nouveau cap avec ces flashbacks. Je les utilise énormément, ils font partie de mes fondamentaux maintenant. Je peux plus faire sans parce qu'ils apportent tellement et je les ai utilisés énormément, toujours très courts d'ailleurs, hein, parce que je déteste les flashbacks longs, d'ailleurs. Bon, je vais pas développer là-dessus et je les ai utilisés pour plein de choses différentes, à des moments clés d'ailleurs, lorsqu'on allait arriver à quelque chose pour approfondir certaines parties de la vie des personnages, pour intégrer de nouveaux PJ aussi. Enfin, je vais pas, développer ici, mais c'est devenu vraiment structurant et il y a encore quelques temps, bah, je les utilisais, mais c'était pas encore à ce point. L'usage des flashbacks, je l'avais déjà, mais elle s'est considérablement développée. Donc ça faisait partie de mon style, mais j'ai approfondi ça en les utilisant d'autres manières. Un même outil, le flashback, je l'ai utilisé pour différentes manières. Je l'ai inscrit dans ma manière de jouer. C'est une évolution. Je vais même aller plus loin. Alors, j'ai eu plein d'autres évolutions, et je vais quand même continuer à parler du flashback. J'ai tenté des trucs. J'ai eu à un moment une scène de flashback dans cette même campagne, hein, donc ça continue l'évolution. Je me dis: «Tiens, je vais essayer un truc que j'ai jamais fait». Un peu une scène type nostalgie comme on voit dans certains films ou dans séries. Le héros repense à quelqu'un qui vient de mourir et on voit il y a une musique et on voit plein de petits flashbacks à la suite, très courts. Je trouve que c'est très cinématique ça et je l'avais jamais vu en jeu de rôle, j'ai voulu le faire, hein. Je l'ai fait à un moment où en fait, donc c'est pas un long flashback, c'est pas un flashback avec une seule scène, c'est une scène où il se souvient, il y a la musique. Je le mets dans une situation, dans une scène de flashback avec telle personne, la personne qui vient de mourir en l'occurrence, et je redonne la parole au joueur. Il me dit quelque chose et très vite, je passe à la scène d'après. Je réagis même pas, je lui dis même pas d'accord. C'est lui qui dit, qui fait, qui peint la scène et très vite, je passe à la suivante. Chaque micro-scène s'enchaîne comme ça avec cette musique qui est la même en revanche entre toutes les scènes parce que ça conserve un liant et ça évite le côté saccadé, même si c'est aussi un peu ce qu'on veut de passer de l'une à l'autre. Et j'ai eu un très bon retour là-dessus et c'est un truc que j'avais jamais essayé. Alors on va me dire c'est très anecdotique. Oui, mais un truc comme ça, anecdotique, plus un autre qui a essayé, plus un autre, ça fait plein de petites choses qui commencent à construire votre style. Je vais continuer avec ça. J'aime les transitions de scène, notamment les transitions du flashback d'un personnage au flashback d'un autre. L'oiseau, que tu vois là, il est en train de s'envoler et puis l'oiseau se pose sur la branche et toi, autre PJ, tu vois cet oiseau posé sur sa branche depuis la fenêtre de ta maison et on n'est plus du tout au même endroit, c'est plus du tout le même oiseau, mais il y a une sorte de transition fluide d'une scène à l'autre. Bon, bah, ça, c'est un truc que j'ai, mis en place uniquement dans cette campagne-là, Le ciel ici-bas, actuellement. C'est encore une autre manière d'ajouter un petit quelque chose. J'ai eu, des scènes, pareil, qui ressemblent un peu à ce flashback avec un liant, mais c'est pas des flashbacks, c'est des scènes un peu silencieuses, entre guillemets, où des scènes de transition où je passe d'un personnage à l'autre et je lui dis: «Bah, voilà, tu es à cet endroit-là, qu'est-ce que tu fais?» Et j'ai une musique un petit peu d'envolée de maintenant on va vers quoi tendons-nous? Qu'est-ce que ça va être? Et chacun me dit un peu ce qu'il fait ou à qui il parle et ça doit symboliser l'état du moment. Il y a pas de parole, c'est simplement raconté par les joueurs et ça donne une scène de transition très agréable, qui m'a donné pas mal de retours. Vous voyez, bon, des choses comme ça. J'ai fait, une scène de spectacle, un peu d'émerveillement, j'en ai déjà parlé, bon, je vais pas trop en revenir. J'avais jamais fait ce genre de choses non plus et les joueurs ont adoré. Ça reste dans le même style, donc vous voyez, c'est plein de petites choses. Désolé si j'ai donné beaucoup d'exemples, mais c'est pour montrer qu'en fait, ça, plus ça, plus ça, c'est des petits éléments de perfectionnement ou simplement des choses à essayer qui tombent toujours dans le même style, à mon avis, dans la même volonté narrative, d'esthétique. Et pour autant, ce sont des choses qui s'ajoutent à la boîte à outils dont je parlais tout à l'heure. C'est des outils supplémentaires que je réutiliserai de temps en temps, pas tout le temps, mais parfois, qui viennent étoffer un peu tout ça.
Et c'est là que je trouve ma satisfaction. C'est là que je continue à évoluer en ajoutant ces petites touches, ces petites cerises sur le gâteau, ces petites épices, ces trucs comme ça. Et mis bout à bout, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans de cet ajout-là, ça donne une couleur complètement nouvelle et je suis convaincu que mes joueurs, qui ont pourtant joué ma campagne d'avant, au nom des pairs et qui jouent maintenant, Le ciel est si bas, voient ces évolutions et disent: «Oui, le ciel est si bas est maintenant beaucoup plus représentatif de ce que tu fais aujourd'hui, de ta courbe d'évolution». Même sur les one shots, on a pu voir ça. Autre chose qui a évolué chez moi et que pourtant qui faisait déjà intrinsèquement partie de mon style, c'était, l'usage des sons et musiques. Eh bien, depuis, le one shot, Nuit blanche, qui est un one shot solo, enfin en tout cas MJ à joueur, où là, pour des raisons très pratiques, j'avais beaucoup de bruitage. J'en avais jamais utilisé autant, mais là, je sentais que c'était important. Bah, depuis ça, j'ai passé un nouveau cap dans l'usage des bruitages et j'en ai beaucoup plus qu'avant, dans mes campagnes et donc j'ai passé un nouveau cap. Je pense pas que ce soit un cap parce que l'évolution a été beaucoup plus, progressive, hein, sur les sons et musiques. Ça a évolué justement à force d'utilisation. Ce qui me fait dire d'ailleurs, et promis après je m'arrête avec les exemples, que ben, l'évolution elle n'est pas forcément tout à fait tangible sur une période courte. Mais si vous regardez sur 2 ans, vous la constatez. Vous dites: «Ah ouais, il y a plus rien à voir». Il y en a qui regardent Les Enfants du fleuve maintenant et Le ciel est si bas et qui disent: «Ah ouais, il y a quand même un gros changement». Pourtant, c'est difficile de mettre exactement le doigt sur ce qui a changé, à part mon micro qui est quand même bien meilleur maintenant. Donc la qualité sonore pour en tout cas pour les actuels plays. Et donc, par exemple, les combats. Les combats, oui, j'ai eu une bascule avec Décimation. Mais c'est pas tant Décimation qui m'a permis de transformer ma manière de voir le combat, c'est que Décimation m'a permis de ne plus avoir les règles dans mes pattes pour que je puisse complètement m'exprimer. Mais ça m'a ouvert donc de nouvelles portes. Là, pour le coup, Jean Dardon appellerait ça un palier, et je le comprends. Mais après, c'est la pratique, à force de pratiquer les combats, d'avoir plus envie de les faire parce qu'on aime mieux le système et on trouve ça beaucoup plus intéressant, ben, on acquiert une expertise par la pratique parce qu'à force de faire des combats, ben, maintenant je suis parfaitement à l'aise. Je pense que les combats sont encore plus dynamiques, encore meilleurs dans l'improvisation que ce qu'ils étaient avant parce que j'ai pu en faire plus grâce à ce déblocage. Sans pour autant que ça révolutionne complètement ce que par rapport à ce que je faisais avant. Vous voyez, donc c'est plein d'exemples encore une fois. Et voilà comment je vois mon évolution maintenant, plus une conséquence de ces différents trucs que je veux essayer. Je ne sais pas du tout, depuis combien de temps dure cette vidéo, je pense qu'on va arriver, au terme. Ouais, c'est pas aussi long que ce que je pensais. Je vais aborder une dernière thématique qui sera plus courte, sur justement, comment je vois cette évolution. Là, j'ai parlé des petites choses, des perfectionnements, des choses que j'allais essayer dans le cadre de mon style. Pour autant, je ne suis pas aussi fermé que certains veulent bien le faire croire. Et oui, pour évoluer, de temps en temps, il faut rester à l'écoute de ce qui se passe au-delà du cercle de son propre style ou de sa propre approche. Et moi, j'aime bien me tenir au courant un peu de ce qui se fait ailleurs parce que de temps en temps, il y a un truc qui émerge d'un autre style et que je vais pouvoir intégrer. Pas forcément l'épouser complètement, mais l'intégrer à des moments clés. Je vais vous donner un exemple de ce que je fais parfois, ponctuellement, mais lorsque je le fais, je pense que ça apporte quelque chose. De temps en temps, moi qui fais tout à l'arbitrage, quasiment, alors il y a des jets de dés, mais j'arbitre les conséquences, de temps en temps, j'instaure une petite règle situationnelle. J'ai pas de règle pour cette règle, justement, elle intervient vraiment quand je pense que là, ça peut ajouter quelque chose. J'aime bien, par exemple, assez rarement, mais ponctuellement, lorsqu'il y a beaucoup de PNJ qui sont en jeu dans une situation de danger et tout ça, j'aime bien avoir une table aléatoire des PNJ qui vont en prendre plein la tronche. Par exemple, il se passe un truc là, les joueurs ont raté tel truc, bon, bah là, il y a un PNJ qui va mourir, par exemple, ou qui va se retrouver dans une situation difficile. Qui sait? Lance un D10 et je fais lancer le D10 aux joueurs, parce que comme ça, ils ont de responsabilité, et on voit sur quel PNJ ça va tomber. Et là, ça a un côté, il y a une tension. La règle, elle coupe un peu la narration, mais elle va exacerber le moment de tension. Et donc, j'utilise des règles comme ça parfois. Je l'ai fait récemment dans cette campagne, dans une scène d'action ultra tendue où il y avait des PNJ. Et en plus, le fait de choisir qui était en danger à un moment, un peu plus tard, lorsqu'on réutilisait la table et on voyait qui se le prenait sur la tronche, quand ça tombait sur un des PNJ qui était déjà plus là parce qu'il était mort, ben, ça tombait sur celui qui était immédiatement en dessous ou au-dessus. Et ça pouvait être un PJ. Donc ça changeait la donne, ça met une petite dimension d'aléatoire qui reste contrôlée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que de temps en temps, on peut, bien entendu, se risquer à aller emprunter à d'autres styles en restant à l'écoute. Et ça peut enrichir son propre style, sa propre approche du jeu de rôle à soi.
Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement intégrer tout parce que par souci d'équilibre. Non, pas du tout. Et ça, je le fais ponctuellement. Et ça marche souvent très bien, quand je le fais. Je dis pas que c'est parce que c'est moi qui le fais, c'est parce que, justement, intégrer des choses qui viennent d'ailleurs, de styles différents, peut marcher dans une mesure, contrôlée pour pas justement dénaturer votre propre style. Et puis des fois, ça va être un peu ma conclusion du jour de cette réflexion, parfois, eh bien, quand vous faites ça, ça ne marche pas. Il faut aussi être prêt à ça et l'évolution, justement, quand on essaye des trucs, quand on continue à tenter de faire des trucs nouveaux, des mises en scène différentes. «Tiens, là, j'ai pas fait ce truc-là, cette approche par cet angle, cette transition, ce style de session, de scénar avec telle règle que j'ajoute». Vous savez vraiment jamais si ça va marcher ou pas. D'ailleurs, pardonnez-moi, je me fais une nouvelle parenthèse. J'ai tenté récemment, sur le modèle de la scène silencieuse que je vous décrivais tout à l'heure, j'ai tenté de le refaire à un moment où les personnages se retrouvent. Les personnages étaient séparés, les personnages joueurs. Je mets de nouveau une musique. Pareil, une scène où je demande que des descriptions. Sauf que là, ils se retrouvent, donc ils vont se parler et je leur demande, je leur donne la contrainte de ne pas interpréter les personnages quand ils vont se parler, mais de dire, de raconter ce qu'ils vont dire, chose que je ne demande jamais normalement. En me disant: «Tiens, ça va conserver un liant de la scène», un peu quand on dans les films, on voit les gens se parler, mais on n'entend pas ce qu'ils se disent. Et ça n'a pas trop marché. Il y en a qui se sont sentis vraiment contraints et fermés dans le fait qu'ils ne puissent pas parler. Ça a pu marcher avec d'autres. Bref. Et donc de temps en temps, vous allez tenter un truc qui vient complètement, d'ailleurs, ça va vous inspirer, ça va vous rendre curieux, vous allez tenter et ça va pas marcher du tout. Soit parce que ça marche pas avec votre style, de manière générale, soit parce que ça marche pas avec les joueurs qui aiment votre style. Ça peut être aussi d'ailleurs ce qui m'est arrivé, j'ai eu un cas tout récent dans ma campagne actuelle, en fait, ça vient même de m'arriver hier par rapport à la vidéo que je tourne et donc parfois ça marche pas, il faut être prêt à ça lorsqu'on essaie des choses, lorsqu'on évolue, lorsqu'on continue d'évoluer dans, sa propre approche, pardon, du jeu de rôle et il se trouve que ce petit raté, du fait d'aller piocher ailleurs une idée qui m'a beaucoup plu, eh bien, sera en partie le sujet de la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que bah, ça vous aura inspiré, que vous aurez aimé ce format un peu plus introspectif. Je remercie d'ailleurs mes Discordiens qui ont participé à me poser ces questions. J'ai bien noté les questions des autres, ça reviendra peut-être d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me proposer vos suggestions de sujets, de thématiques que vous aimeriez voir abordées sur la chaîne. Ça m'aidera toujours et ça pourra toujours ressortir. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, allez-y, cliquez sur le bouton abonner. Cliquez sur la cloche également pour avoir les notifications. Venez sur le Discord. Il y a une ambiance de folie, mais je vous rappelle que ça tire à balles réelles. Il faut donc avoir le cuir épais et peut-être même plus que du cuir. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Salut à tous.